Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. Le Stade Toulousain qualifié en finale de cette saison 2023-2024 de Top 14 en s'imposant face à La Rochelle 39-23. Des essais de Blair Kinghorn, Juan Cruz-Malien doublé, un essai de Chocobares, puis le dernier signé Mathis Lebel contre 2 essais maritimes marqués par Latou et Grégory Aldry. 2 cartons rouges contre les Rochelais à la 43 et 61e pour Antonio et Wardy. Avec ces faits de jeu là, avec ce rythme on va dire un petit peu interrompu à plusieurs reprises, Daniel Herrero, est-ce qu'on a la sensation d'avoir vu une grande demi-finale de Top 14? Très honnêtement, nous l'espérions, nous l'attendions et nous étions sereins sur l'évidence d'un match de très haut niveau avec ces deux équipes en demi-finale. Et il y a une petite déception. La première mi-temps montre les deux équipes à un assez bon niveau, mais pas exceptionnel. Elles sont conformes à leurs intentions et pas au meilleur niveau de production. Tu vois, Toulouse joue, La Rochelle bourre, le match est pas mal, le score ne se déclenche pas pour l'un ou pour l'autre, en fait, il ne bascule pas. Le niveau est évidemment correct, puisque sur la qualité athlétique, c'est sévère, quoi. Mais la première mi-temps, bon, on pourra dire qu'elle est, malgré tout, elle correspond à ce qu'on peut attendre de ces deux équipes à ce niveau-là. La deuxième mi-temps, non. La deuxième mi-temps va être très troublée, on vous l'a dit, on l'a redit, tu viens de le dire aussi, Alex, très troublée par des faits de match qui vont altérer à la fois les intentions de jeu des deux équipes, qui vont altérer les possibilités des deux équipes, notamment sur celle de La Rochelle, qui dans un premier temps à 14 et puis dans un second temps à 13, voit son champ stratégique abîmé. Elle n'a plus beaucoup de possibilités, La Rochelle, dans la construction, et elle ne va avoir que le courage pour essayer de tenir dans son organisation défensive fatalement fragile. Mais ils vont quand même prendre 3 essais en seconde mi-temps. Voilà, et la seconde mi-temps, Toulouse gère un peu, Toulouse a les mains un peu en haut du guidon, Toulouse ne prend pas l'eau. En première mi-temps, ils n'avaient pas pris l'eau non plus, les avants toulousains. On ne ressort pas beaucoup dans ce match d'avants toulousains, tellement c'est les avants, c'est le groupe avant, c'est l'entité du pack d'avants de Toulouse qui a fait une première mi-temps correcte, qui n'a pas souffert du tout en seconde mi-temps. Voilà, le match en seconde mi-temps, il baisse de niveau incontestablement dans les intentions, dans la qualité de la réalisation, le nombre de pénalités, le nombre de bêtises, les contres stupides, les schémas tactiques, c'est-à-dire des attaques de La Rochelle pendant le dernier quart d'heure à 3 contre 5 ou 3 contre 6 en défense, c'est-à-dire les impossibilités. Ça tient pas. Ça tient pas, ça apporte rien sinon du trouble ou même de la douleur de fait. Les Toulousains en place, les Toulousains ne sont pas apparus avoir enclenché la vitesse supérieure. En première mi-temps, on les a trouvés, à mon sens, je dirais malgré tout avec l'intention classique de la production et en place, y compris dans le combat. Voilà, pour répondre à ta question, enfin après 4 minutes d'analyse, je pense honnêtement que nous n'étions pas dans une demi-finale à catégorie légendaire. Voilà. Daniel, j'y reviens dans un instant avec toi, mais d'abord on va du côté Leipzig avec Quentin Cavanis, Pays-Bas-France. Évolution du score. Pour l'instant, c'est les Pays-Bas qui ont le ballon, Alexandre, à l'entrée de la surface de réparation avec les joueurs hollandais qui viennent de pénétrer dans la surface. Attention avec Memphis Depay qui se retourne, qui va frapper, c'est contré, c'est revenu et but pour les Pays-Bas. Alexandre, ouverture du score, ça fait 1-0 pour les Hollandais face à l'équipe de France après cette ouverture du score signée de Xavi Simons, le joueur de Leipzig, prêté par le Paris Saint-Germain à 0. À voir s'il va pas y avoir arbitrage vidéo, Alexandre. En tout cas, si on va revenir à un coup de sifflet de l'arbitre, ça va peut-être revenir à 0-0. On a eu très chaud, grosse alerte. Hors-jeu signalé. Hors-jeu du numéro 22 qui empêche Mike Maignan de pouvoir intervenir sur la balle, toujours 0-0 entre les Pays-Bas et la France. Une dernière question, Daniel, avant de te libérer. Daniel, est-ce que il y a une thèse là qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et vous d'ailleurs vous pouvez interagir avec nous sur Sud Radio Rugby et au 0826 300 300. Beaucoup de gens estiment que La Rochelle a, on va dire, aidé un peu le Stade Toulousain en donnant le match, peut-être que le mot est très fort, avec les 2 cartons rouges, avec le contre sur l'essai. Est-ce que La Rochelle a été un peu trop généreux là face à ce Stade Toulousain qui ne demande qu'à punir au final? Non, parce que les fautes ou les bêtises commises ne sont pas le reflet d'un don ou d'un abandon. Tu vois, quand Antonio il se comporte comme ça, c'est de fait, c'est plutôt, il n'est pas si bien que ça. Tu vois, si Wardy vient de donner un coup de tête, c'est impensable. Le niveau de maîtrise, il n'est pas bon.
C'est-à-dire que cette équipe-là, à un moment, elle s'abîme un peu dans le fond moral. Dans le cœur des hommes. Elle dégage plus son autorité. Alors évidemment, après, il y a en plus, les conséquences de ces deux expulsions. Il y a l'allure générale dans le camp de La Rochelle qui s'est abîmé sur le plan de la confiance jusqu'à le coup de pied de Brice Dulin qui est contré. Donc La Rochelle n'offre pas elle n'offre pas. Ces 2 ou 3 bêtises sont quand même signes que dans ce match-là, ils ne sont pas au top de leur maîtrise, de leur rayonnement, de leur puissance, ce que nous avions senti la semaine dernière à Toulon, mais l'équipe de Toulouse aujourd'hui est nettement plus forte que l'équipe de Toulon la semaine dernière. Et La Rochelle, de fait, elle n'est pas dans la grande sérénité qu'on en avait vu poindre chez elle la semaine dernière, et elle est plutôt dans ce qu'elle a fait toute la saison, avec des alternances de pas mal, mais de temps faible, avec des points ponctuels sur 1 ou 2 joueurs qui sont un peu moins bien, qui sont un peu plus énervés, qui sont un peu plus individualistes, tu vois. Et j'en veux pour preuve aussi quand même, derrière ces 2 ou 3 bêtises qui coûtent très cher, qui sont des effets de jeu, mais quand même la performance moyenne des leaders de La Rochelle. Aujourd'hui, Grégory, il est pas mal, Grégory Aldrid, le capitaine, mais Astoy, il est aux abonnés absents, alors que la semaine dernière, il avait été brillant. Tu vois, Oscar Gégou, la semaine dernière, il avait été rayonnant et dominateur de tout le match dans la course et dans les sauts. Et là, aujourd'hui, il est dans la mine et absent. Le grand Skelton, dont on sent qu'il fait encore beaucoup d'efforts, mais il est aussi un peu en niveau de baisse. Tu vois, Brice Dulin, et il fait une toute petite performance. Kerr Barlow à la mêlée, il est dominé de la tête et des épaules, notamment en première mi-temps, par le rayonnement et la maîtrise d'Antoine Dupont. Donc cette équipe de La Rochelle, elle a retrouvé de fait, et c'est peut-être un constat un peu pénible pour eux, mais de fait objectif, l'équipe de La Rochelle qui dans cette saison, tu vois, 2023-2024, a beaucoup alterné entre l'approximatif, l'équipe un peu effritée, des solidarités un peu entamées, des psychés un peu abîmés chez les quelques-uns. Et bien aujourd'hui, elle est aussi dans cette allure-là, en plus alors abasourdie malgré tout par deux ou 3 faits de jeu, les exclusions définitives ou temporaires qui sont un assassinat évidemment pour la perspective de victoire. La Rochelle est restée en fin de saison ce qu'elle a été toute l'année. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. On te retrouve demain pour Stade Français Paris Union Bordeaux. Évidemment. Ciao les collègues. À demain. Ciao. On voit 21h et prise d'antenne dès 20h demain sur Sud Radio. On est là ensemble jusqu'à 23h avec Pays-Bas France, mais aussi avec le débrief de ce Stade Toulousain, Stade Rochelais, victoire des Hauts-Garonnais 39-23 qui sont qualifiés en finale pour aller chercher un doublé qui serait historique. Revenons avec Julien Thomas d'abord sur la prestation globale du match. Un mot pour qualifier le match. Rapidement Julien. J'ai envie de dire à deux sens. À deux sens. Oui, bon, j'accepte. Il y a plusieurs mots, mais j'accepte. Complètement à l'opposé de ce qu'on attendait. Toi, tu n'as pas aimé la seconde période, hein, Julien. Je t'ai senti énervé. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a eu un aspect psychologique déjà entraîné par les stadistes en première période pour moi, et dont je rejoins notamment notre ami Daniel Herrero. Il a très bien résumé ce match, mais qui veut dire ces cartons rouges, ils sont pas anodins. Ils viennent forcément d'un esprit que tu commences à rentrer un petit peu dans l'équipe adverse en première période. Même si à la mi-temps, les Toulousains étaient à 15-20 derrière au score, je sentais qu'ils avaient une main prise un petit peu sur la gestion, sur la confiance, sur on va dire la construction de leur première mi-temps, et puis pour enclencher la deuxième vitesse, on va dire en seconde. Et puis c'est des Rochelais qui étaient un petit peu eux par contre au rupteur. Le rupteur a fait que ça a de l'agacement, de la faute, des fautes défensives, des fautes de discipline qui a amené des cartons rouges pour moi. Et justement, cette équipe de La Rochelle au rupteur qui a perdu pied progressivement. François, pour toi, quelle est et ensuite on ira. Tiens, on accueille d'abord Cédric. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Supporter toulousain, Cédric. Oui. Cédric de Castelnau-Estrefond. Bah oui. Et en plus, t'es au stade, c'est ça ? Oui, en direct de Bordeaux, oui, c'est ça. Ah bah voilà, vous êtes deux à Bordeaux. François, donc trio avec nous, et puis Cédric, donc de Castelnau-d'Estrefond. D'abord, François, le tournant du match selon toi. C'est lequel des cartons rouges ? Le premier ? Non,
c'est le premier. 42e minute, ça change tout quand même. Un carton rouge, voilà. Et donc c'est celui d'Antonio. Ce plaquage, Antonio, c'est son premier carton rouge, mais il est coutumier du fait. Souvenez-vous, contre l'Irlande à Dublin en 2023. Voilà, il prend un jaune, mais ça a été requalifié en rouge. C'est un peu la même situation. Et il anticipe sa défense qui est un peu rentrante. Et il cueille trop Thibaut Flament. Ça peut être dangereux, ça fait rouge. Et pour moi, c'est le tournant du match. Le tournant du match, c'est celui-ci, selon toi aussi, Cédric ? Oui, c'est le premier qui, après, va enchaîner tout le reste. On voit bien qu'après, devant, La Rochelle, quand même, c'est une bonne première mi-temps devant. En mêlée, sur le début du match, dans les modes, dans les balles, ils avancent. Et ensuite, à partir du premier carton rouge, ça se passe à et on voit bien sur la fin du match, dans les dernières minutes, en fait, ils sont quand même un peu cramés de le stade. On a du mal à t'entendre, Cédric. On a des petits soucis de réseau avec toi. On va essayer de récupérer ça le plus rapidement possible. Julien, si tu devais signifier des joueurs qui se sont particulièrement illustrés aujourd'hui, tu penserais à qui ? C'est pas évident, je trouve. Ouais, c'est pas évident. Aldrit. Les deux Argentins ont quand même beaucoup apporté côté toulousain. Exactement, on va apporté. Et puis le banc. Parce qu'il fallait quand même mettre sur le banc Lebel et Coste, tu vois, qui ont été très très bons ces dernières semaines. Et Hugo Mola, il choisit Choco Barres et Malia à la place, ce qui se défend, bien sûr. Mais c'est choix gagné encore une fois d'Hugo Mola. Enfin, je veux dire, c'est indécent. À chaque fois qu'il fait un choix, ça fonctionne, Hugo Mola. Les choix gagnants, mais c'est à la fois ressenti surtout de la compo et des hommes en forme du moment, des hommes qui ont été plutôt compétents et dernièrement, et c'est vrai que c'est Paul Coste qui a été et Lebel qui ont été plutôt performants, mais c'est peut-être cette plus-value de faire rentrer ces joueurs-là et non pas de les mettre titulaires dans une situation de demi-finale qui n'ont peut-être pas l'expérience comme les autres joueurs, qui fera la différence, et c'est plutôt partie gagnante, et notamment après avec ces cartons qui ont fait que ça a libéré des Toulousains. Est-ce que tu as des joueurs qui se sont particulièrement illustrés à ton œil, toi, Cédric, notre auditeur du côté du Matmut Atlantique? Ouais, mais comme le disait, c'est vrai qu'on a vu sur cette période de temps avec Choco Barres et Aki. On a bien vu que sur les demi-finales de la Coupe d'Europe et la finale des Coupes d'Europe, Paul Coste qui est très bon, mais qui arrivait à bout de suite peut-être à la 60e, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui de Choco Barres. Donc c'est vrai que ça fait un apport, et cette période de temps, finalement, on voit que ça a bien tenu le coup. C'est vrai que les Argentins ont été bons. François, est-ce que tu as un autre nom à nous glisser, ou tu nous rejoins sur les deux Argentins du Stade Toulousain? Ouais, non, alors déjà, c'est vrai que moi, jusqu'à la 42e, on peut juger que jusqu'à la 42e, parce qu'après, ça devient un autre match. Donc, Malia est quand même absolument incroyable, parce que les deux essais qu'il marque sont tonitruants. C'est dans un couloir d'1 mètre, il n'y a pas de surnombre. Il est là, il arrive à la fois avec de la vitesse, avec de la puissance, et puis surtout une détermination qui fait que je crois que c'est pour ça que Hugo Mola l'adore, hein. Il a la réputation d'être un peu le chouchou d'Hugo Mola, il le met à tous les postes, mais on le voit, c'est un gagneur, voilà, il fait la différence tout seul. Et ce que je dirais aussi en amont, et c'est un peu bateau parce que Dupont, voilà, j'ai trouvé aussi Dupont très bon, notamment en première mi-temps, parce qu'il a été à la fois accélérateur, mais encore plus qu'avant, je trouve. Il a une capacité d'intervention et de vitesse d'exécution qui, je trouve, depuis il joue à 7, ou depuis en tout cas qu'il s'est géré comme il s'est géré cette saison, je trouve qu'il va encore plus vite qu'avant dans son exécution. Et ça m'a frappé à l'œil nu dans le stade. Enfin, peut-être que j'ai l'œil qui baisse, mais enfin, en tout cas, ça... Non, mais... Ça s'entend. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement le match de Pitaaki qu'on a très peu nommé durant la rencontre, Pitaaki qu'on a très peu vu, et pour une raison très simple, c'est qu'en fait le centre du terrain a été finalement assez peu visé par le Stade Rochelais, qui pourtant avait fait beaucoup de mal aux Toulousains dans ce secteur-là. Julien Thomas, comment t'expliques que La Rochelle, sur la première période, parce que c'est vrai que la deuxième période elle est difficile à analyser, sur la première période le Stade Rochelais qu'on casse devant sur deux groupés, on va dire, mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu as noté de positif? Pas grand-chose.
Côté Rochelais, mais forcément ce paquet d'avant qui avait la faculté de venir, d'être pragmatique, d'être efficace et réaliste dans les points à mettre quand c'est l'incursion qu'il y avait dans les 30 mètres toulousains. Mais c'est vrai qu'on avait vu une équipe rochelaise en tenant le ballon parfois dans le championnat être un peu plus joueuse par ses trois quarts, être un peu plus profond, contourner les défenses toulousaines qui montaient fortes et se mettre en difficulté avec des jeux au pied, peut-être dans les couloirs rasants, mettre en difficulté le trio arrière. Là, il y avait Ramos, il y avait Malia, peut-être les faire tourner, les mettre sous pression, venir contre-requer. C'est ça qu'aiment les Rochelais. Et c'est vrai que dans ce secteur-là, ils ont été pris par la non-possession déjà peut-être de ballons en première période que les Toulousains ont monopolisé. Et puis surtout, il y a eu quand même l'efficacité, et on a vu notamment en première période un 50-22 de Antoine Dupont qui permet à chaque fois de mettre une pression, d'acculer un petit peu ces Rochelais, toujours dans leur camp pour jouer au ballon, mais dans leur camp, pas dans le camp toulousain. Merci Cédric d'avoir été avec nous. On prend Rodolphe. Salut Rodolphe. Salut. Rodolphe, tu nous appelles d'où déjà ? De Clermont. De Vergne. Spectateur neutre. Un spectateur neutre. Ah bah alors tiens, la neutralité clermontoise ce soir. Qu'est-ce que tu analyses de ce match-là, de cette demi-finale ? Eh ben, ce que j'analyse, c'est que on parle beaucoup du Stade Rochelais, et à mon avis à juste titre, c'est que je suis pas trop d'accord sur le côté le Stade Rochelais a manqué de possession en première période, parce que je suis pas sûr qu'ils cherchaient à l'avoir cette possession-là. Stratégiquement, je trouve qu'ils ont abordé le match quasiment de la meilleure des manières. Ils mettent très en difficulté le pack toulousain. Ils les poussent à la faute, leur provoquent un carton jaune, marquent les essais sur les rucks, restent devant à la mi-temps. Et du coup, j'ai tendance à penser que c'était vraiment volontaire, ce fait de peut-être pas avoir beaucoup le ballon. Là où derrière, ils ont complètement pêché, c'est sur la maîtrise. Sur la maîtrise technique, sur ça, à certains moments, des jeux au pied qui sont pas assurés, sur des choix aussi, quand Dulin se fait contrer, c'est un choix de Kerbarlo de le servir, alors que je suis pas sûr que Dulin soit prêt à recevoir le ballon. Et puis après sur la discipline, donc j'ai l'impression que La Rochelle avait vraiment les clés en main pour gagner le match et que c'est eux qui au fur et à mesure ont un peu lâché le fil, quoi. François, qu'est-ce qu'on t'en pense de l'intervention de Rodolphe ? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 20 à 15 à la mi-temps, donc c'est pas rien. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu ces ballons portés, ils ont semblé imparables. Et pourtant, on voyait bien que les Toulousains avaient travaillé et qu'ils les connaissent bien et qu'ils essayaient de les faire déjouer dans cette phase de jeu et de bien défendre. Mais quand même, dès qu'ils ont accéléré, dès qu'ils le voulaient, donc il y avait cette impression de facilité. Et il y avait en plus des fautes dans les rucks côté toulousain. Donc il y avait quand même plein d'aspects qui étaient positifs. Voilà. Mais à la fois, moi j'ai eu aussi, à contrario, alors je sais qu'on est sur les Rochelais, mais j'ai aussi j'avais l'impression que dès que les Toulousains voulaient accélérer ou tenir le ballon, ils arrivaient à jouer un peu à leurs mains, quoi. C'était ça qui me... Voilà. Mais c'est intéressant François, parce que j'ai exactement le même avis que toi. C'est la sensation de même pas avoir vu des immenses Toulousains en fait. Non. Pour moi, c'est le match idéal pour les Toulousains pour préparer la finale, parce qu'ils ont retrouvé un peu de rythme sans accepter la blessure grave de Cyril Baye. Mais ils ont géré leur effectif, ils ont fait tourner, ils ont ils ont même pas souffert comme ils ont souffert dans les 4 autres matchs contre La Rochelle en phase finale de top 14 où ils avaient en barrage, je crois que ça avait fait 33-28, enfin ça avait toujours été très serré, très physique et tout. Bon là, excepté cette lourde défaite de blessure de Baye, moi j'ai trouvé que pour eux c'était le match entre guillemets parfait. Et les Rochelais, ouais, il y a eu des fulgurances, il y avait cette puissance qui est toujours quand même absolument incroyable. On les connaît, on sait qu'ils vont faire ça et à la fois ils sont imprenables. Mais le problème, c'est que c'est trop par à coup, quoi. Et face à Toulouse, il faut faire un peu plus, je pense. Et est-ce qu'ils ont la caisse pour ça, ou en tout cas la densité, l'épaisseur pour ça? J'ai un petit doute là. Merci François d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dès 20h pour Union Bordeaux-Bègles, le Stade Français Paris. Tiens, c'est l'affiche sur laquelle on va dire quelques mots là d'ici les 10 prochaines minutes. On est toujours avec toi Rodolphe, mais j'invite autour de la table Antoine Mazer, Clément Combe, Quentin Kévenis. On va faire un petit tour de table. Il y a toujours 0-0 si vous nous suivez entre les Pays-Bas et la France. 0-0 à la 85e. Parlons de ce Stade Français Union Bordeaux-Bègles.
déjà. Petit tour de table avec toi, Rodolphe. On commence par toi. Tu es notre invité. Est-ce que c'est une demi-finale qui te fait saliver? Alors, on parle au vrai. Hein. T'as le droit de nous dire non, il n'y a pas de problème. Hein. On parle au vrai. Oui, non, mais c'est pas non, mais si on est très honnête, la demi-finale qui fait le plus saliver, elle s'est jouée ce soir. Elle s'est jouée ce soir parce que demain, t'as une déclaration du staff parisien qui te dit que s'il faut être très restrictif sur le jeu ce samedi, ils n'hésiteront pas à l'être pour remporter le match. T'as un Bordeaux qui va jouer sans Jalibert blessé, sans Tamaïfouna blessé. Donc si on est très honnête, sur le papier, elle me fait moins saliver que celle de ce soir. Antoine Mazère. C'est une autre forme d'excitation un petit peu qu'on a eu ce soir, mais c'est vrai que je pense que comme tout à l'heure on parlait d'opposition de style. Est-ce que ça c'est excitant justement l'opposition de style? Je voulais y venir. Justement, parce que c'est un peu la vérité d'une saison pour le Stade français. Sa loi à l'autre, sa vision, depuis des mois, on fait des débats. Est-ce que justement ce jeu-là du Stade français peut marcher en phase finale? Est-ce que ce jeu-là du Stade français va pas être restreint lorsqu'ils vont arriver dans les moments de vérité? Et ben justement, le moment de vérité, il est demain pour les Parisiens de Laurent Labitte. Et moi justement, j'ai envie de voir face à une équipe qui nous a peut-être proposé le plus beau jeu cette saison, qui va être récompensé? Le pragmatisme, un petit peu le jeu un peu plus restreint, ou un petit peu les pop-corn, sexy chocolat, côté de l'UBB, chez eux à domicile, dans un match-mut qui va être... C'était bien jusque-là ton intervention. C'est exceptionnel. Ah oui, il a mis sexy chocolat, j'ai envie de le non, mais frapper. Ça, c'est dingue. Ouais. Il a de la chance qu'il soit pas à longueur de bras. Keramiche, au passage. Pas sûr. Je regardais un petit peu la presse étrangère qui parlait des deux demi-finales. C'est pas sexy chocolat. Tour de table. Hein. Et ils estimaient que le UBB Stade Français Paris était un révélateur de ce que devient le top 14. Est-ce qu'on a un top 14 qui récompense le jeu, ou est-ce qu'on a un top 14 qui récompense le combat, la dureté, la défense? Qu'est-ce que comme ça pourrait être un régulateur de ce qu'on pourrait avoir donc en finale. Aujourd'hui, on peut le dire, La Rochelle a gagné la bataille au sol. Les Toulousains ont été pénalisés à 15 reprises. Est-ce que le match de demain peut être un révélateur? Est-ce que toi, ça te fait saliver plus que ce qu'on a eu comme affiche Toulouse-La Rochelle, Julien? Je pense qu'il va moins saliver au niveau des essais, mais plus saliver au niveau stratégique, tactique, le maintien du score, un chassé-croisé, je pense. On va assister en première période à ça jusqu'à la mi-temps. Ouais, en tant que coach, toi, c'est un match qui t'intéresse? C'est un match qui m'intéresse, notamment dans un combat, mais dans les possessions de ballon, dans l'entrejeu, les lancements de jeu, c'est ça qui va être important, que ce soit sur mêlée ou touche, quand on voit peut-être avec un Stade français qui est plus pragmatique, d'aller jouer chez l'adversaire, d'être froid, et eux, ils jouent un match à l'extérieur, je pense, dans cette demi-finale, les Parisiens. Maintenant, c'est une équipe de l'UBB qui, il va pas falloir qu'elle soit non plus trop extravagante, trop assez puisée, parce qu'elle va se faire sanctionner face à une équipe du Stade français qui a fait toute la saison en tête et qui connaît maintenant un petit peu son jeu par cœur et justement la stratégie huilée. Quentin Cabanis, toi qui as perdu foi en l'humanité depuis la fin de la saison régulière du top 14 et la non-qualification du Castres Olympique en phase finale, est-ce que demain, là, franchement, ça te donne envie, là? Oui. Stade Français UBB, est-ce que vraiment... Ouais, moi ça me donne envie. Il y a plein de raisons. Il y a évidemment, premièrement, Vas-y, dis-le. Allez, on écoute Laurent Labitte qui évoque Rory Cocotte, parce que évidemment c'est pour ça, hein, c'est ce qu'allait dire Quentin Cabanis. Rory Cocotte qui peut être un facteur X du match. On écoute Laurent Labitte, je vais pas y arriver, mais Quentin Cabanis, je suis sûr qu'il allait dire ça, donc autant dire tout de suite qu'on va écouter des mots doux sur Rory Cocotte. Comme je le dis tout le temps, il faut aussi qu'il joue avec nous et pas contre nous, donc il faut aussi trouver le bon moment de quand il faut le laisser sur le terrain ou quand il faut plus qu'il y soit, parce que aussi des fois dans son excès d'engagement, dans son excès de vouloir bien faire, il se retrouve des fois à pouvoir jouer un peu contre nous et donc il faut aussi qu'ils comprennent ça, mais forcément que ce sera un élément très important dans notre équipe qui, quand ce sera dur, parce que ces matchs-là, il y a des moments où c'est dur, le regarderont forcément et attendront quelque chose venant de lui pour les remettre à flot ou les remettre sur les rails. Bon, voilà Quentin Cabanis. Rory Cocotte piqué par son entraîneur comme ça avant une demi-finale, ça peut être quelque chose. Un entraîneur qui pique un autre entraîneur-joueur. Parce qu'il n'est pas joueur-entraîneur, il est entraîneur-joueur. Ah, il a été que entraîneur à un moment aussi. Ouais. Il était aussi,
Pourquoi moi, ça veut tout dire. Ça veut tout dire parce que s'il est titulaire, si on dévoile pas les compositions, il est titulaire. Oui, voilà. Bon, on le dit, il est titulaire. Demain, c'est un Rory qui va être, qui connaît justement ses phases finales, qui a été toujours dans l'excès de la victoire et de gagner. Lui, il est habité par ça. Et quand je l'entends, Laurent Labitte dire sur Rory, il faut pas qu'il perde son équipe, etc. C'est parce qu'il est poulet sans tête parfois, mais à la fois tellement exigeant et puis dans l'excès de jouer et de perfectionner un petit peu une stratégie dans le match qu'il faut pas qu'il en déjoue avec ses 14 autres coéquipiers. Donc, mais c'est un mec, par contre, qui peut te faire basculer le match pour l'équipe. Et ça, je pense que Laurent Labitte l'a vu, l'a senti, et que Rory, s'il est titulaire, c'est pas pour rien demain en demi. C'est le facteur X, selon toi, Quentin? Je sais pas si ça va être le facteur X, parce que du côté de l'UBB, par exemple, il y en a tellement qui peuvent jouer ce rôle. Choisissons alors. Moi, le joueur que j'observerai le plus demain, je pense que c'est Matteo Garcia. Je pense que c'est le mec sur la pelouse qui va avoir le plus de pression. Chaque week-end, on dit ça quand même. Ouais, mais là, aujourd'hui, clairement, je pense que c'est le mec qui a le plus de pression dans toute l'équipe, parce que d'une, déjà, il prend la place du maître à jouer de cette équipe. De deux, il est jeune, voilà, à ce niveau-là, et il a moins d'expérience que les autres. Et il va avoir une pression incroyable, parce qu'il va falloir qu'il mène finalement toute cette ligne arrière qui fait rêver. La semaine dernière, Lucu, il lui a pris la pression, et ça a très très bien fonctionné. Ouais, mais est-ce que Lucu là va pouvoir prendre la pression pour lui, sachant qu'il va en avoir assez à gérer, parce que Serein la semaine dernière fait pas un match exceptionnel, et là il va se taper un poison sur le dos pendant tout le match. La semaine dernière, il était quand même pas face à Serein, rapport au fait que mais c'était le Racing 90. Oui, alors encore pire. Carton bleu. Oui, encore pire sur le match de la semaine dernière. Le facteur X, c'est qui, Clément Combe? Léo Barré. Léo Barré. Un Barré-Buros quand même demain. Petite explication, voilà. Mon duel, il est là. Ouais. Léo Barré, on a vanté toutes ses qualités toute la saison. Il a découvert le niveau international avec des titularisations en équipe de France. Ces matchs, ils sont faits pour les grands joueurs. Est-ce que Léo Barré, malgré son jeune âge, malgré son inexpérience à ce niveau-là en championnat... Tu sais ce que j'en pense, moi, de Léo Barré. Je sais bien, mais tu sais, on discutait un petit peu de la semaine dernière, on disait Toulon, il montrait des belles choses et tout ça, et l'inexpérience collective a fait que, et même l'inexpérience individuelle de certains garçons à ce niveau-là en top 14 a fait que ils ont peut-être perdu un peu le fil du match. Léo Barré, c'est un des patrons de cette équipe déjà, malgré son jeune âge. Il a un duel, un match dans le match contre Romain Buros, on en parlait, c'est peut-être les deux meilleurs arrières du championnat cette saison, qui ont joué énormément de matchs, ils se sont bataillés toute la saison. Un duel déjà dans les airs, un duel dans le jeu, et quand il va falloir emballer le match, si le Stade Français est mené, pour pouvoir amener d'autres choses, ce pétillant, ce peps, c'est Léo Barré qui l'a. C'est lui qui peut faire la différence demain. On attaque le qui je suis, parce que là je viens d'avoir une idée de règle qui va nous faire plaisir, mon Dieu. Ça, je vous promets, vous appréciez peut-être vous entre vous là, ça va pas durer.